Je vais vous parler de ce livre, La biologie des croyances. Alors un beau programme, hein, puisque rien que dans l'introduction, en fait, on peut lire que notre corps peut modifier ses caractéristiques si nous changeons nos pensées. Donc une belle promesse et un beau mystère qui s'annonce à travers cette introduction. En fait, ce livre a été réédité en 2016 dans une revue donc complètement mise à jour. Et donc il intègre les dernières études sur le sujet. Donc biologie des croyances, au final, et bien voilà, on parle de psychosomatique, c'est un peu connu de beaucoup de gens, mais là on va bien parler de tout ce qui est croyance, on va les définir et puis on va voir ce que ça peut faire sur la biologie. Du coup, l'auteur, Bruce Lipton, il est tout à fait à même de parler du sujet, puisqu'en final c'est un biologiste euh, qui a étudié la biologie cellulaire, qui l'a enseigné dans différentes universités. Il a aussi étudié la physique quantique en 1982, donc il s'est vraiment intéressé à ça puisqu'il a découvert que effectivement la physique, on va y revenir, ancienne, n'était pas forcément adaptée pour comprendre pas mal de choses que l'on constatait. Et donc il a forcément été amené à se mettre à jour, on va dire, au niveau de notre physique. Son principe de base, c'est que chaque cellule est en fait peut-être comparée à un être intelligent. Chose qui peut être surprenante, mais dotée d'intentionnalité, avec un principe de finalité, et dont le seul but est de survivre. Au final, chaque cellule, comme on est composé de millions de cellules, du coup cet ensemble s'articule autour de la survie. Et il va montrer que le cerveau de la cellule, c'est sa membrane et non pas son noyau. Donc c'est assez, on va dire, dérangeant comme approche, en tout cas pour pas mal de scientifiques à l'époque, et sûrement encore maintenant, hélas. Et du coup, c'est l'environnement qui va principalement contrôler cette membrane et donc nos cellules. Et tout ça est important, est très important en ce qui concerne le bien-être, la santé, la nature des maladies, que ce soit du cancer, de la schizophrénie, donc sur différents plans. Et il insiste pour dire ce que nous croyons détermine ce que nous sommes. Et ce n'est pas notre ADN. Et cette idée, franchement, elle est vraiment intéressante et joyeuse quelque part. Ça nous libère du carcan du destin, avec toujours cette vision un peu à la Calimero sur c'est vraiment trop injuste, j'ai encore attrapé ci ou attrapé ça. Non, il va démontrer tout ça. Euh, et aussi, bien sûr, du coup, chacun de nous dispose de ses ressources pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir éviter certains soucis. Il faut se rappeler qu'en 1950, l'ADN était dit comme central. L'ADN faisait tout. On a lancé des grandes études pour identifier le génome. Voilà, on a pensé ça. Bon, c'est la vie, on découvre des choses, on avance, essai-erreur, on va dire. Hein. On se trompe pas, on apprend. Et, euh, et voilà, du coup, la cellule humaine, elle est centrale par rapport à notre fonctionnement global. Et nous sommes un être multicellulaire, tout simplement. Alors, ça va sans dire, mais en final, quand on fait un peu de physiologie, de biologie, et qu'on se concentre sur nos fonctionnements, à chaque fois ce sont des cellules, effectivement. Et ces êtres multicellulaires, du coup, on s'est rendu compte, on peut observer que plus il y a de cellules dans un organisme, plus il y a de conscience. Et plus les cellules vont se spécialiser, ce qui va augmenter les capacités de l'ensemble. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, il fait un passage autour de Darwin, parce qu'effectivement, cette histoire d'évolution, en fait, Darwin, il a apporté des choses, bien sûr, mais il nous a surtout mis en tête que pour survivre, c'est la lutte. Donc c'est la guerre, c'est toujours des combats, c'est toujours une histoire de plus fort. Et hélas, en opposition avec la marque, les débats existent encore aujourd'hui d'ailleurs, mais dans son livre, il démontre que quelque part, il n'y a plus débat. Même Darwin, à la fin, a reconnu qu'il n'avait pas assez tenu compte de l'environnement. Voilà un petit passage de son livre, par exemple,
où il cite cette partie. Malheureusement, nous avons comme par hasard oublié la coopération nécessaire à l'évolution, pendant que Charles Darwin annonçait une théorie radicalement différente sur l'émergence de la vie. Il y a 150 ans, il concluait que les organismes vivants sont perpétuellement engagés dans une lutte pour la survie. Pour lui, la lutte et la violence font non seulement partie de la nature animale, donc humaine, mais elles sont aussi les principales forces motrices de l'évolution. Dans le chapitre final de son livre de l'origine des espèces, Darwin parlait d'une inévitable lutte pour l'existence et avançait que l'évolution était mue par cette guerre de la nature qui se traduit par la famine et la mort. Ce sont quand même des mots très forts et qui, comme je disais, ont bien effectivement marqué les esprits. Et hélas, effectivement, ça conduit à pas mal de choses qu'on retrouve encore aujourd'hui d'ailleurs sur plein de domaines. Mais la marque a bien été, on va dire, saluée par la suite, puisque en 2000, les années 2000, le journal Science titrait « Lamarck n'aurait-il pas eu un peu raison ?» Et petit à petit, on a démontré qu'effectivement, Lamarck, à travers son leitmotiv qui est les adaptations sont nécessaires à la survie. Donc il n'y a pas de guerre, de famine systématiquement, même si ça existe par ailleurs, mais c'est bien l'adaptation qui en final va nous guider dans nos évolutions. Et après, on s'est rendu compte que les gènes se transmettaient. Et ça aussi, c'est assez gênant. Encore aujourd'hui, on a encore des débats autour des OGM. Mais des études de 2004, l'étude Héritage, qui montraient déjà que des OGM ingérés par des humains entraînaient des modifications des caractères des bactéries utiles de l'intestin, de nos propres intestins. Donc, un sujet qui n'est pas le centre de ce livre, mais au passage qui doit nous rappeler que dès qu'on parle de gènes, il faut, je pense, être prudent. En tout cas, c'est ce qu'il précise ici. Après, il parle effectivement d'autres études qui montrent que la coopération prévaut toujours à tous les systèmes de combat et de lutte. D'autres études aussi montrent l'intérêt du microbiome, qui en fait est un super-organisme composé de multitude de cellules. Voilà. Après, on va parler du coup de la partie environnement. Donc il faut savoir que Bruce Lipton, effectivement, dans ses études, comme il était biologiste, il a constaté des choses au niveau cellulaire et il a voulu comprendre ce qui se passait dans ces boîtes de pétri et compagnie pour voir comment les cellules pouvaient évoluer et quelle était la part de l'ADN dans tout ça. Effectivement, l'environnement est central, il va le montrer de différentes manières. Et ce qui est souligné aussi, et qui est assez gênant, et je pense qu'il existe encore aujourd'hui, c'est qu'il y a souvent confusion entre cause et corrélation. C'est-à-dire de phénomènes observés en même temps, effectivement, il peut y avoir corrélation, mais de là à dire qu'une chose en cause une autre, souvent, on s'est trompé et on se trompe encore. Il va beaucoup parler de protéines aussi, expliquer de manière détaillée comment fonctionnent les protéines, surtout au niveau électrique, parce qu'effectivement, les membranes cellulaires ont des phénomènes électriques et c'est central dans le fonctionnement de la membrane. Il précise aussi que le génome humain, c'est bien 25 000 gènes et que voilà, on n'a pas tant de gènes que ça et ce ne sont pas forcément cette différence au niveau génétique qui nous différencie tant que ça d'autres espèces vivantes. Il démontre aussi qu'une cellule peut vivre sans son noyau. Elle ne pourra plus se reproduire, mais elle peut vivre sans son noyau. Donc effectivement, on comprend que son affirmation que la cellule, son cerveau, c'est sa membrane. Donc sa science, au final, c'est l'épigénétique. Donc l'épigénèse, c'est tout ce qui
tous les contrôles qui sont au-dessus de la génétique. Et les facteurs environnementaux, que ce soit l'alimentation, le stress, les émotions, peuvent modifier les gènes sans en changer la matrice de base. L'ADN est toujours là. Et ces modifications peuvent être transmises aux générations futures. Il cite plusieurs études de 2001 qui démontrent ça. Après, un autre sujet aussi important, c'est que effectivement, on disait l'ADN, puis l'ARN qui permet d'aller coder les protéines, mais au final, il montre un schéma dans son livre qui montre bien que tout ça, ça va dans tous les sens en fait. On a bien des informations qui peuvent remonter via l'ARN jusqu'à l'ADN. Donc il y a ce qu'on appelle les protéines régulatrices. Et ça fait depuis 1940 en final que ce débat, vous avez peut-être entendu parler de l'ADN poubelle. Les biologistes prenaient le noyau et puis jetaient le reste en final en se disant le reste, on ne sait pas à quoi ça sert, donc ils sont allés jusqu'à l'appeler l'ADN poubelle, ce qui est quand même un peu dommage. Après, ils ont fait mieux, ils ont appelé ça la matière noire. Dire c'est noir, on ne sait pas ce que c'est, bon ok. Maintenant, ce qui est fondamental, c'est que dans ces protéines régulatrices, dans cette partie matière noire, ce sont des protéines régulatrices et qui en final servent de bouton, de déclencheur pour pouvoir justement coder les choses. Et c'est fondamental. Il a été démontré en 2003 que ces boutons, entre guillemets, épigénétiques, peuvent créer plus de 2000 variantes de protéines différentes à partir d'une même matrice. Donc on se rend compte de la complexité et surtout de choses qui ont été mises de côté. En 2002, ça conduit des études aussi à dire que seuls 5% des cancers ou des maladies cardiovasculaires sont imputables à l'hérédité. Voilà. Donc il parle pas mal de ça. Un projet dit ENCODE a aussi montré que 80% de cette matière noire intervient dans la régulation de la production et l'assemblage des protéines. Donc ce que l'on pensait être une poubelle, en final, intervient à hauteur de 80% dans le codage. Bon, ça laisse réfléchir. Après, il parle des télomères, que l'on peut aussi... on entend beaucoup parler par ailleurs, avec une enzyme, la télomérase, qui permet d'étendre la longueur des télomères. Et on insiste sur le fait que son action est amoindrie par tout ce qui est stress prénatal ou stress de l'enfance, que ce soit des violences, des mauvaises nutritions ou même des manques d'amour. Donc, à travers quelques études, là aussi, il insiste sur ses fonctionnements et surtout sur le fait que ça prend racine dès le début de la vie. Chose que là, on a aussi tendance à oublier beaucoup trop. Après, tout un chapitre sur la membrane. Donc la membrane cellulaire, c'est pareil, elle était même invisible au début. Il a fallu attendre 1950 pour confirmer que la membrane existait. Avant, on ne la voyait pas vraiment. On pensait que le cytoplasme se tenait un peu tout seul. Mais voilà, la membrane, elle est là, bien sûr, elle est très très fine. Elle fait 7 nanomètres d'épaisseur, donc 7 millionièmes de millimètre. C'est vraiment très petit. Et son rôle principal est un isolant électrique. Et donc elle est parcourue de canaux, des canaux ioniques. Alors Bruce, dans son livre, fait souvent appel à des analogies et à des choses simples pour essayer de comprendre. Et entre autres, il a des explications sur des tartines de pain et des olives qui permettent de laisser passer ou pas des choses. Donc il détaille ces explications-là et c'est assez bien fait. Et effectivement, ces membranes cellulaires, des canaux ioniques, qui permettent de décider de tous les échanges qui vont se passer entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Et ce qui est fondamental, c'est que cette membrane fonctionne comme une antenne et qui peut lire les champs d'énergie vibratoire. Et là, on est vraiment sur le point essentiel du fonctionnement, c'est que nous sommes composés de cellules. Ces cellules sont dirigées par le fonctionnement de la membrane, et cette membrane est complètement dépendante des énergies qui l'entourent. Et quand on parle d'énergie, on va aussi
dire que nos pensées sont des énergies. C'est ce qu'il explique et c'est ce qu'il démontre. Et c'est là où on va retomber sur le titre, la biologie des croyances, puisqu'effectivement, nos pensées qui sont des énergies vont pouvoir interagir avec chacune de nos cellules. Nous sommes donc les pilotes de notre propre biologie, puisqu'en final, on peut essayer de contrôler une partie de nos pensées et de nos croyances. Après, il parle de la physique, et ça c'est un sujet très 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 important, parce qu'effectivement, on va systématiquement entendre dans les discussions, c'est pas démontré scientifiquement. Et en final, il faut s'interroger de quelle science nous parlons. Donc Bruce insiste beaucoup sur la physique newtonienne, donc cette physique importante, essentielle, qu'il n'est pas question de jeter à la poubelle, qui nous a permis de faire beaucoup de choses. Au final, elle est dépassée, elle ne se suffit pas. Et voilà, Einstein, maintenant, ça fait 100 ans, pardon. On pourrait croire que ça fait 1 an pour certains, mais ça fait 100 ans qu'il a écrit beaucoup de choses et qu'il a expliqué des choses. Et entre autres, qu'il a démontré que la matière est une illusion, entre guillemets, la matière est faite d'énergie invisible. Tout ça est expliqué aussi. Et cette matière, du coup, avec ces énergies, ce qui est bien important, et c'est ce qu'il montre dans ce schéma, c'est que l'énergie, l'information, la circulation de l'information, donc de l'énergie aussi, puisqu'en fait les deux se rejoignent, ne se font pas de manière linéaire, mais se font de manière heuristique. Voilà, suivant ce schéma, on voit bien qu'en fait chaque information peut passer de l'un à l'autre sans suivre un chemin linéaire. Et cette circulation holistique, eh bien en fait, elle est très très importante, parce que quand on pense agir, par exemple avec un médicament, il explique un médicament pour un sujet, ça ne pourra pas faire autrement que d'aller informer plein d'autres choses dans le corps. Donc à ce propos, il parle des maladies iatrogènes, donc causées par les médicaments. Alors beaucoup de chiffres dessus, mais lui, ces chiffres sont anciens. Il parle d'études, d'analyses, on va dire, assez fiables des années 2000 qui montraient 120 000 morts par an aux USA et troisième cause de décès. Bon. Et donc du coup, cette physique newtonienne, il faut une biologie qui combine physique quantique et physique newtonienne. C'est ce qu'il dit en fait. Et donc la physique newtonienne n'est pas à jeter. Par contre, il est essentiel d'avoir cette physique quantique en tête. Et ça fait 50 ans quand même, en tout cas en 2016, ça fait 50 ans que des centaines d'études montrent les effets des énergies sur notre biologie. Que ce soit les micro-ondes, les basses fréquences, les fréquences radio, les fréquences acoustiques, la lumière visible. Voilà, tout ça influence notre biologie et ça fait un certain temps maintenant qu'on le démontre. Donc en résumé, sur ce chapitre, il dit que les énergies régulent l'ADN, l'ARN, la synthèse des protéines, ça contrôle la régulation des gènes, la division et la différenciation cellulaire, ainsi que la morphogénèse quand même, ce qui est l'organisation des tissus, la sécrétion des hormones, la croissance, le fonctionnement des nerfs. Pas moins que ça. Dans un autre chapitre, et maintenant il développe complètement ce sujet biologie des croyances, avec effectivement le fait que la pensée, c'est une énergie, et à partir de là, eh bien, on a directement une action sur nos cellules et donc sur notre fonctionnement global, que ce soit physique ou psychologique. Il parle pas mal de l'inconscient, effectivement, l'inconscient, c'est pour ça qu'il insiste sur l'enfance. L'inconscient, notre inconscient, il dit qu'il est des millions de fois plus puissant que le conscient, et qu'en cas de conflit, c'est souvent l'inconscient qui gagne. Donc, c'est là où ça devient difficile de contrôler nos croyances et nos pensées. Mais voilà, c'est un sujet à part entière. Il en explique pas mal de tenants et aboutissants et pousse à nous intéresser aussi un peu plus à ce sujet. Et par exemple, il cite une étude de 2013 qui montre que les expériences subjectives ont plus de puissance que les situations objectives.
L'inconscient est très 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 puissant. Il parle de l'effet placebo aussi, avec une étude de 99 là, qui montre sur des cas de dépression des améliorations à hauteur de 30% pour les placebos, à comparer à 50% avec des médicaments. Le secret de la vie, pour lui, c'est apprendre à contrôler l'esprit pour favoriser la santé. Chose que l'on retrouve dans plein d'autres écrits. Après, il a un chapitre entier sur tout ce qui est fonctionnement, un peu de physiologie, là, le fonctionnement entre autres hormonal, avec l'influence de toutes les hormones du stress. Bien sûr, avec ça, on va retrouver nos croyances, nos pensées, l'enclenchement du processus lutte ou fuite, qui enclenche plein de réactions hormonales qui vont se retrouver dans la circulation sanguine. Et il insiste pour dire qu'aujourd'hui nous sommes en mode vigilance exacerbée et constant, et que cela apporte beaucoup de problèmes de santé. Et il cite aussi une étude de 2004 qui dit que la quasi-totalité des maladies graves peuvent être reliées au stress chronique. Donc voilà, un chapitre intéressant aussi sur ce sujet qu'il est intéressant de détailler. Après, il a un autre chapitre où il insiste beaucoup sur toute la vie prénatale, natale, sur l'influence de toutes les pensées que l'on va pouvoir avoir vis-à-vis des enfants, de leur éducation, et du coup comment on va forger leur inconscient, sachant que des chiffres qui peuvent faire peur, il dit l'inconscient interprète 20 millions de stimuli par seconde, à comparer avec le conscient qui n'en interprète que 40. Effectivement, notre conscient, on pense, avec notre bel fonctionnement, notre beau fonctionnement cérébral que l'on est maître de beaucoup de choses, mais je pense que tous, autant que nous sommes conscients, c'est le cas de le dire, que notre inconscient est bien bien présent et qu'il influence beaucoup de choses. Voilà, je n'en dirai pas trop plus, si ce n'est effectivement que la lecture de ce livre d'environ 300 pages est franchement intéressant. Il fait franchement penser autrement et nous pousse vraiment à aller vers cette démarche et ces expériences, parce que la lecture, la compréhension c'est une chose, mais la pratique, la connaissance est vraiment essentielle. Et donc aller vers une démarche qui se centre sur nos pensées, l'impact que ça va avoir sur notre biologie, et puis l'environnement, l'épigénétique, toutes les causes environnementales qu'il a pu citer, et qu'il faut bien sûr intégrer, car aujourd'hui elles sont très très nombreuses à être perturbantes de notre environnement, hélas. Eh bien, bonne lecture à ceux qui seront tentés de lire ce beau livre.